Et bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo sur une machine de Starting Point, donc qui est pour apprendre les bases du pentest sur Hack-the-Box. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, on attaque la 4e machine, qui est considérée comme toutes les autres comme très facile. C'est une Linux, contrairement à la dernière qu'on a fait qui s'appelait Dancing et qui était du Windows. Et on peut voir qu'on a 11 tâches à effectuer, enfin plutôt 11 réponses, enfin 11 questions à répondre. Il faut répondre à 11 questions, je vais y arriver. Dans les tags, on voit qu'il y a du Redis. Ok, ça on l'a encore jamais vu jusqu'à maintenant. Bon, classique, database, reconnaissance, Anonymous Guest Access. Ça on commence à avoir l'habitude. L'Anonymous Access, on l'a vu pour... alors, je sais plus c'était laquelle, je crois qu'il y avait Meow. Je crois qu'il y avait pour toutes un Anonymous Access, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'avoir un mot de passe spécifique. On pouvait se connecter en tant qu'individu, on va dire classique. Donc voilà, on a pas mal de questions pour oui, de questions pour lesquelles il va falloir répondre. Et c'est également la dernière machine, on va dire gratuite, parce qu'après il faut le VIP. Donc moi je pourrais vous montrer également celle du VIP parce que je l'ai. Je paye un abonnement avec Box pour avoir accès à d'autres fonctionnalités que celle de base. Donc je pourrais vous le montrer, mais vous, de votre côté, je pense que vous devrez vous arrêter par là si vous n'avez pas le VIP. Alors après, par contre, une fois qu'on aura terminé toutes les free machines, donc c'est-à-dire une fois qu'on aura terminé celle-là, normalement on débloquera un nouveau palier, donc le tiers 1, qui aura des machines, j'imagine, un peu plus compliquées, et une fois qu'on aura fini toutes les machines du tiers 1, on débloquera le tiers 2, qui a également des machines un peu plus compliquées. Donc on va vite partir. On se souvient, c'est la première fois que vous arrivez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu les précédentes, je vous invite quand même à aller voir la première sur Meow, parce que dans Meow, j'explique vraiment tout depuis le début, comment on fait pour se connecter sur la plateforme, comment on set up le VPN, tout ça. Là, je vais passer à côté, je considère que vous l'avez déjà vu ou que vous êtes au courant de comment ça se passe. Et du coup, on va passer cette étape. Donc, comme d'habitude, j'ai dit juste avant, on se connecte à notre VPN. Une fois qu'on est bien connecté, on peut vérifier qu'on a une adresse IP associée. Avec IP, alors soit -CA, je mets un "-C" pour qu'il y ait des couleurs pour que ce soit plus joli, mais juste un IP espace A fonctionne. On regarde à partir, enfin au niveau du nom de carte TUN 0, donc qui correspond à une connexion VPN, et on peut voir qu'on a bien l'adresse IP qui est associée, 10.10.14.46, donc on est bien sur le réseau Hack-the-Box. On peut également vérifier la disponibilité à la machine qu'on veut attaquer. Donc ici on a son adresse IP, on va copier son IP, on va faire un ping, et on peut voir qu'on a bien une réponse positive, on reçoit des données, donc enfin on reçoit la réponse au ping, donc on arrive bien à contacter la machine. Ça, je vais le mettre de côté, hop. Ne pas oublier également, très important, comme je le répète à chaque fois, prenez des notes de tout. Donc là, j'ai créé, encore une fois, comme on l'avait fait pour les 3 machines précédentes, un nouveau répertoire dans notre Vault avec Obsidian. Et on va directement spécifier l'adresse IP de la machine actuelle qu'on a, voilà, pour s'en souvenir si jamais. Donc, on se rappelle, là, Dancing, si on regarde les recaps précédents, on peut reprendre cette phrase-là comme à chaque fois. On fait un ping pour vérifier la disponibilité et l'accessibilité de la machine. Je le mets, je vais refaire une capture d'écran de ma machine. Je le colle là. Ça, on va renommer et ensuite, on va tout redéplacer à la fin vers image pour que ce soit plus proche. Donc, je vais l'appeler Redeemer Ping. Et on peut voir, par exemple, dans Dancing, toutes les images s'appellent Dancing quelque chose. Pareil pour Phone, dans des images s'appellent toutes Phone quelque chose, comme ça c'est beaucoup plus lisible, c'est plus compréhensif. On sait que par exemple, cette image-là, sans avoir besoin de cliquer dessus, on sait que ça correspond à la capture du Nmap de la machine Dancing. On voit dessus, c'est bien le Nmap de la machine Dancing, donc c'est cohérent, c'est bien rangé, c'est propre, on est content de ce qu'on a fait. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on retourne sur Hack-the-Box, voir ce qu'il nous demande. Ici, on nous dit que, donc on nous demande quel est le port TCP de la machine, enfin le port ouvert TCP sur la machine. Donc, on se rappelle, pour pouvoir détecter un port ouvert, on va utiliser un outil qui s'appelle Nmap, qui est un scan de port, qui va nous permettre d'avoir les informations qu'on recherche. Donc, Nmap, je vais directement mettre le "-SV pour avoir... est-ce que je peux paste? Non, je peux pas. Alors, attendez, je vais recapturer l'adresse IP de la machine.
Voilà, je le place là. Donc là, je vais faire un nmap-sv pour avoir aussi le numéro de version des ports qui seront ouverts que je vais détecter. On lance ça. Si ça prend trop de temps, je cut et on se retrouve une fois que c'est terminé. Ok, c'était très rapide. Là, on peut voir que, en fait, on voit que on a une information supplémentaire, c'est que quand on lance la commande comme ça nous met que tous les ports scannés sont fermés. Le problème, c'est que lui, il scanne 1000 ports. Pourquoi il scanne que 1000 ports? Si vous avez fait un peu d'informatique en général, vous savez qu'une machine Linux, ou pas que Linux d'ailleurs, mais une machine peut avoir peut avoir des ports, donc c'est des sortes de portes d'entrée où il y a des services qui sont dessus, qui vont du numéro 1 au 65 535. Donc il y en a 65 536. Ou ça va même jusqu'à 0 du coup. De 0 à 65 635, et du coup ça fait 65 536 ports possibles. Or ici on voit qu'il en scanne que 1000. Alors par défaut, si on ne lui donne pas d'option, je crois que Nmap scanne pas forcément les 1000 premiers, mais les 1000 plus pertinents ou quelque chose comme ça. Il faudra revérifier ça dans la documentation. Donc ici, ça veut dire que notre port, il est un peu moins connu que les autres. On peut voir qu'il n'y en a que 4, donc il y a très certainement de grandes chances qu'il n'a pas été détecté par le scan par défaut de Nmap. Ce qu'on peut faire, Nmap, vous commencez à connaître. Quand on ne sait pas comment faire pour utiliser une commande, on peut faire soit le manuel, donc man avec le nom de l'outil, Nmap ici. Si on va dessus, après on va pouvoir voir des informations supplémentaires sur toutes les options qu'on va pouvoir utiliser. Soit on peut se rendre sur internet et faire notre propre recherche avec par exemple Nmap, how to scan all ports ou quelque chose comme ça. On lance. Là on voit que apparemment pour spécifier tous les ports qu'on veut scanner, il faut mettre un "-p" pour nous dire ok tu scannes tout ce que tu veux. Donc là ça va scanner du port 0, comme je vous l'ai dit, au port 65 535. Donc là on est bon. Ok. On sait ça. Donc on va tester. On va tester, on va lancer la commande et là on va rajouter le "-p" pour tout scanner. Alors, pour le bien de la vidéo et pour vous économiser de nombreuses minutes, je vous indique directement un autre flag, une autre option qui est très intéressante et que je mets à chaque fois. C'est "-minrate 5000". Qu'est-ce que c'est que cette option? En fait, ça va nous permettre de dire à Nmap, ok, je veux pas que tu envoies moins de 5000 paquets par seconde. Alors, il faudra peut-être changer de votre côté. Si vous avez une meilleure connexion, vous pouvez augmenter un peu. Si vous avez une moins bonne, faudra la baisser. Mais le "-minrate, ça permet d'augmenter la rapidité du scan Nmap. Mais quand je dis augmenter la rapidité, c'est vraiment bien l'augmenter. C'est-à-dire que là, bah, je pourrais faire le test si vous voulez après, en off. Si on lance l'option "-p" juste comme ça, avec la commande de base, qui n'importe quoi, ça peut prendre 15 minutes. Alors qu'avec cette option-là qui envoie au minimum 5000 paquets par seconde, on peut passer à 30 secondes. Donc c'est voilà, c'est ce niveau de différence de rapidité-là. Donc je vous conseille très fortement de le mettre dès le début. Vous gagnerez de précieuses minutes. Du coup, je vais lancer ça et on se retrouve une fois que c'est terminé pour avoir le résultat du scan Nmap. Me revoilà, donc j'ai fait les deux scans Nmap, un avec le minrate 5000 et un sans. On peut voir que du coup ça fait pas du tout ce que j'ai dit. Là ça m'a pris un peu plus d'une minute et là ça m'a pris que 5 secondes de plus. Mais pour ma défense, c'est parce qu'en fait il n'y a qu'un seul port d'ouvert et ça change pas grand chose vu que il n'y a qu'un port d'ouvert, donc c'est assez rapide à faire. Mais si jamais vous aviez plusieurs ports d'ouvert, n'importe quoi, une dizaine, ça aurait considérablement augmenté le temps parce que le "-sv va chercher le numéro de version et du coup il va interroger directement les services et c'est ça qui prend vraiment le plus de temps. Donc ici, bon, on peut voir que ça n'a pas changé grand chose, on aurait pu l'utiliser sans, c'était la même. On peut voir qu'il a bien testé les 65 536 ports, il y en a 59 000 qui sont fermés, 6200 qui sont filtrés. Alors il dit filtré parce que soit il n'a pas reçu de réponse et il n'arrive pas à déterminer s'ils sont ouverts ou pas, soit ils sont fermés. Donc ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est le numéro de port 6379 qui est ouvert. C'est bien du Redis qui tombe dessus. Et on voit même que c'est version 5.0.7. Donc le numéro de port, c'est ce qu'il nous demandait. Donc on va le récupérer, copier. On va le mettre ici. Si on n'arrivait pas à faire ça, évidemment, on a l'int, donc LED. Ah bah, attends, mais c'est une dinguerie ça. Pardon, je viens de, je viens de voir que eux,
il considère, enfin il considère, il propose également de mettre le minrate 5000 avec la même option que moi. Je vous promets que ça, je fais ça depuis des années et que j'avais pas vu qu'il le mettait. Donc je sais plus, c'était quelqu'un, je crois, qui m'avait dit un jour, il y a longtemps, de mettre le tiret minrate, ça m'aurait sauvé, que ça me sauverait la vie dans le futur. Je l'ai écouté, ça m'a sauvé la vie beaucoup de fois. Et là, je vois qu'ils l'ont mis en int. Donc assez agréablement surpris. Allez, tu veux te fermer. Le walkthrough également, qui va un peu plus dans le détail que la simple résolution de la box. Donc voilà, le ping comme à chaque fois, le tiret SV. Avec le... Voilà, donc eux là, en l'occurrence, dans l'information, dans le write-up, ils mettent pas le tiret minrate 5000, mais bon, ça fonctionne de la même façon. Et donc, on va pouvoir valider, et une fois qu'on aura validé, on va débloquer la nouvelle question. Alors, quel est le service qui tourne sur le port qui est ouvert? Bon, on l'a vu ici dans le scan map, c'est Redis, R-E-D-I-S, mais on ne sait pas encore ce que c'est, donc on va voir ça ensuite. Valider. Avant de faire ça, bien évidemment, on n'oublie pas de prendre des notes pour notre petit write-up. Donc, je vais faire une capture d'écran avec le tiret-minrate 5000. Voilà. Je vais retourner dessus. Je vais directement le copier et on va peut-être pouvoir faire des copier-coller parce que sinon, hop, mince, pardon, excusez-moi, CTRL-C. Alors du coup j'ai dupliqué deux images, celle-là on peut la supprimer. Voilà. Pas scanner, ok. Donc là on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre que l'option... Voilà, donc là je précise, du 0 au 65 535. Ok. Et on peut rajouter que l'option "-minrate" permet de grandement améliorer la vitesse de scan. Voilà, donc notre petite phrase est écrite, on est bon, on a précisé tout ce qu'on voulait, ça on va le rename. Rename redeemer map. Et on va retourner sur nos questions. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? On est bon, on est bon. Alors, quel type de database, enfin de base de données est Redis? Donc soit une base de données qui fonctionne en mémoire, ou soit une base de données traditionnelle. Bon, là, comment s'appelle, la forme de la réponse, ça trahit un peu la question parce qu'on, sans connaître, on voit directement. Mais nous, on va le faire le truc réglo, c'est qu'on va aller mettre, on va aller chercher sur Google Redis pour voir à quoi ça correspond. Donc là, on peut voir que d'après, alors je crois que ça c'est, ouais, d'après Wikipédia, ils nous disent que donc Redis c'est un stockage en mémoire open source qui est une sorte, qui est une base de données. Donc là, on a déjà notre réponse en fait. Là, c'est in-memory database. Mais on peut aller voir beaucoup plus. Alors là, c'est le site officiel, le tout premier, redis.io. C'est le tout premier, enfin c'est le truc officiel. Mais nous, on va aller voir Wikipédia pour en savoir un petit peu plus. Donc, on a vu que là, la dernière version stable qui est sortie le 18 octobre, c'est du 7.2.2. Nous, là, sur la machine, on est en 5.0.7, je crois, donc ça date un peu. Voilà, l'histoire. Ok, ça ne nous intéresse pas. La popularité. Data types. La persistance. Bon, voilà, ça montre un peu comment ça fonctionne. Bon, il n'y a rien de bien pertinent là-dessus à retrouver de plus. Donc, on va répondre à la question. Donc, c'est du in-memory database. On valide. On est bon. OK. Donc, quelle est la ligne de commande, enfin, l'utilitaire en ligne de commande utilisé pour interagir avec le serveur Redis? Et donc, du coup, la réponse, c'est le, le nom, en gros, de l'outil qu'on va utiliser sans ajouter aucun argument. Donc là, avec le nom, enfin juste avec l'aide, avec le format de la réponse, on peut déjà savoir quelle option, enfin quel outil on va utiliser. Mais disons que je ne connais pas lequel c'est, on va chercher encore une fois sur internet ou avec notre ami ChatGPT, parce que lui il doit connaître la réponse vu que c'est quelque chose d'assez simple. On va écrire par exemple comment interagir avec un serveur Redis. Voilà.
Donc là, comment interagir avec un serveur, enfin comment se connecter à un serveur Redis sous Linux en CLI. La CLI, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Command Line Interface. C'est ce qu'il nous demande, c'est via le terminal. Donc là, on peut voir How to connect to remote Redis server. Ok, là ça peut être intéressant. Donc Stack Overflow, le fameux forum où tout le monde pose des questions, où on trouve la plupart de nos réponses. Donc lui, il dit qu'il a une URL, machin, et comment on peut faire pour se connecter à un serveur Redis mais distant. Et lui, il dit, ok, tu spécifies Redis-CLI espace H pour host, j'imagine. L'adresse distante, -P pour spécifier un port spécifique. Là, il donne un exemple. Donc, ça a l'air d'être Redis CLI. On peut regarder, moi, si je l'ai. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé. Redis CLI. Ok, Redis CLI, je l'ai installé. Donc, quand on le marque comme ça, sans aucun paramètre, il va tenter de se connecter à la base de données Redis qui tourne en localhost, donc sur notre propre machine, sur le port 6379. On peut voir que moi, comme il n'y a rien qui tourne, connexion refusée, et après j'ai un message d'erreur. Donc on peut quitter. Et si je fais -help, ça m'affiche le message dead, pardon, je vais réussir. Encore une fois, si je fais un man redis CLI, ça va m'afficher le manuel d'utilisation qui a l'air d'être extrêmement court. Il y a 3 lignes, donc en fait le manuel n'a pas été n'a pas été pris en compte, donc là on ne pourra rien trouver. Ça arrive des fois. L'aide avec le -help donne plus d'informations que le manuel, donc c'est important, c'est pour ça que c'est important de toujours quand même aller voir plusieurs sources quand on veut des informations pour avoir différentes perspectives. Parce qu'il y en a peut-être certaines qui ne fonctionnent pas par rapport à d'autres, ou moins bien. Donc ici on a notre réponse. On sait que c'est Redis CLI pour interagir directement avec une base de données Redis, enfin un serveur Redis. Ok, on a notre réponse. Et ensuite, donc quelle flag ou option doit être utilisée avec la ligne de commande Redis pour spécifier le hostname. Donc là, on a vu, on a eu de la chance, on est tombé dessus directement, que pour spécifier le hostname, c'est -h. On aurait pu le voir également en affichant l'aide, avec le -help. Le hostname, c'est également avec le -h. Donc bon, là, très simple, on n'a pas besoin de chercher plus d'informations de ce côté-là. Donc -h, on valide, c'est bon. Là, ils nous disent, ok, maintenant que vous êtes connecté au Redis server, quelle est la commande utilisée pour obtenir des informations et des statistiques par rapport au serveur Redis? Donc là, c'est en 4 lettres, ça se termine par un O. Ok, donc avant de faire ça, ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être tenter de se connecter sur la machine distante. La machine distante, on rappelle, l'adresse IP, c'est ça. On a vu que le port via Nmap qui était ouvert, enfin qui était open, c'était le 6379, qui est celui par défaut de Redis ou du client Redis quand on veut se connecter à un serveur et qu'on ne précise rien. Donc on a juste à faire Redis-CLI-H pour préciser l'autre, et on met l'adresse IP. Et là, apparemment, on est connecté. On va voir qu'on n'a pas de message d'erreur, comme on avait avant, et on a l'adresse IP avec le port sur lequel on est connecté. Là, de mon expérience, j'imagine que si on fait help, on va avoir une liste de commandes qu'on va pouvoir utiliser pour faire différentes choses. Peut-être pas, peut-être pas, je me trompe. Redis, je vais pas vous mentir, je crois que je l'ai jamais utilisé. En tout cas, en personnel, jamais utilisé. Je crois que j'ai fait une fois un CTF où on devait se connecter dessus pour récupérer des informations dans une base de données, mais ça date. Et donc là, ça veut dire qu'en fait, j'en suis au même point que vous. Ça veut dire que j'ai pas plus d'informations que vous, donc on va faire ça ensemble pour voir comment ça se passe. Et là, ils nous disent, ok, donc help, ça me donne ces informations-là. Pour avoir plus d'informations sur les commandes Redis, pardon, pas Reddit, on peut taper help avec la commande derrière. Ou alors on peut faire help et on clique, enfin on appuie sur tab, donc la tabulation, pour avoir une liste de toutes les aides possibles. C'est ce qu'on va faire. On va faire help espace, je vais appuyer sur tab. Donc là il y a générique. En fait j'appuie plusieurs fois sur tab pour faire défiler. Et là on peut voir qu'il y a beaucoup de choses. Ok, donc ça c'est pas ce qui m'intéresse par contre. Client, machin. Ok, il y a beaucoup trop de choses et moi je sais pas ce que je veux, donc on va directement aller chercher notre information sur internet, parce que là ça n'a pas l'air très cohérent. Donc ce qu'on va faire, c'est que, encore une fois, on va se rendre, donc ça on peut fermer, on va se rendre sur Google,
Là, ils nous disent quelle est la commande pour obtenir les informations, les statistiques à propos d'un Redis server. Donc on va le faire par exemple. Redis CLI get information about server. Voilà. Et là, info. Donc apparemment, c'est la commande info, on peut cliquer dessus, qui nous donne des informations et des statistiques par rapport au serveur sur lequel on est connecté. Donc juste info. Ça a 4 caractères, ça se termine par un O, ça a l'air de correspondre à ce qu'on veut. Mais on va vérifier. Si je tape info ici, et que je rentre, on a plein d'informations qui ressortent par rapport au serveur Redis. Donc la version, l'ID du build, son mode, là c'est l'OS sur lequel il tourne, son architecture, donc là c'est 64 bits, le numéro du process, la version de GCC qui est installée, voilà, il y a plein de choses. Donc c'était ce qu'on voulait savoir. Je crois qu'il n'y avait rien d'autre. Alors est-ce qu'il y a des choses intéressantes à partir de là à récupérer? Des informations sur le CPU, ok, réplication, des statistiques. Donc en tout, il y a eu 7 connexions. Bon, alors, on n'a pas beaucoup plus d'informations très pertinentes au niveau de la mémoire, mais il n'y a pas de mot de passe, rien qui peut être affiché ici. Donc on va laisser ça de côté, on va juste répondre à la question info. Mais encore une fois, avant, donc là c'est la bonne, avant de passer à la suite, on n'oublie pas de prendre des notes sur tout ce qu'on a fait. On se retourne sur notre petit Obsidian, sur lequel on prend toutes nos notes, et on va rajouter, ok, donc l'option machin. Voilà, donc j'ai fait un petit cut le temps de marquer tout ça, c'est parce que c'est pas très intéressant, mais qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai dit que, du coup, on peut voir que le port 6379 est ouvert, il correspond à un serveur Redis, à son numéro de version est 5.0.7, comme on l'a vu juste là, et qu'ensuite, pour interagir avec un serveur Redis, on utilise la ligne de commande suivante, donc redis-h avec le hostname, et il faut remplacer le hostname par soit le nom d'hôte, soit l'adresse IP de la machine sur laquelle on veut se connecter. Et comme en fait le port par défaut est 6379 et que c'est celui sur lequel il tourne, il n'y a pas besoin de le préciser, on aurait pu faire ça avec par exemple port pour préciser un port pour se connecter, mais ici pas besoin de le mettre. Donc aussi j'ai pas précisé, mais moi j'avais le Redis CLI d'installer, mais si vous ne l'aviez pas et que ça mettait commande inconnue, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, premier réflexe, chercher sur Google, chercher sur Internet. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire how to install. Alors, install Redis CLI. Et moi, comme je suis sous Ubuntu, je vais mettre le mot-clé Ubuntu pour avoir des informations qui sont un peu plus personnalisées. Donc là, how to install Redis, Ubuntu tutorial. Donc là, on peut voir que par exemple, c'est install Redis server. Ah, moi, je veux pas le serveur, je veux uniquement le client. Ici, encore une fois, le même, comment ça s'appelle? Le même forum sur lequel quelqu'un demande Linux comment installer Redis CLI seulement et non pas aussi le serveur. Donc on va voir ce qui se dit par rapport à ça. Et en fait, on va voir que la réponse pour installer Redis Tools qui contient à la fois le CLI mais également d'autres outils qui permettent d'interagir avec Redis. Donc voilà, la réponse est ici. Si jamais vous êtes sous Debian ou Ubuntu et que vous n'avez pas Redis installé, Redis CLI, vous faites un sudo apt install Redis Tools et normalement vous l'avez. Encore une fois, là je vous le montre, mais n'hésitez pas dans n'importe quelle situation, si vous n'avez pas un outil d'installer, de faire une recherche sur Internet. Vous aurez la solution dans les 5 secondes qui suivent. Vraiment pas compliqué, il faut juste que ce soit récurrent, que vous ayez le premier réflexe d'aller chercher sur Google votre information ou de demander à ChatGPT ou quelqu'un sur un forum. Ok, maintenant qu'on a ça, on nous demande quelle est la version de Redis qu'on a utilisée au niveau du serveur, enfin pour se connecter sur la machine distante. Bah nous, comme on l'avait depuis le début, depuis le scan and map, qu'on avait utilisé toutes les options nécessaires, on le connaît déjà, c'est 5.0.7, donc on peut directement le remplir. Et après, donc c'est plus spécifique à Redis, enfin plus spécifique à Redis, je vais y arriver. On nous demande quelle est la commande qui est utilisée pour sélectionner la base de données qu'on désire au niveau de Redis. Je vais réussir à dire Redis une fois sans dire Reddit peut-être jusqu'à la fin de la vidéo, on ne sait pas. J'ai oublié de préciser aussi ici que le port ok. Dans notre cas, une fois connecté, on peut utiliser
la commande info pour avoir des informations supplémentaires par rapport au serveur Redis qui est installé sur la machine. Ça, je vais le rajouter et on se retrouve une fois que j'ai écrit cette petite phrase. Donc j'ai ajouté une petite capture d'écran dans laquelle on voit qu'on se connecte au serveur Redis distant et qu'on tape la commande info pour avoir des informations sur le serveur. Alors j'ai pas mis tout l'output de la commande info, mais c'est pas très pertinent parce qu'il n'y a pas grand chose à faire de plus de ce côté-là. La question qu'on nous posait, c'est comment faire en sorte pour, en gros, sélectionner la base de données qu'on veut. Là, encore une fois, je n'en ai aucune idée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Google et qu'on fait Redis CLI How to Select Database. Alors, comme ça se termine par un T, j'imagine que ça s'appelle Select au hasard. Alors, connect spécifique, machin, Redis outside the cluster, connect to the database. Voilà. Donc là, il nous donne Select. Donc, ça a l'air d'être ça. Donc, on va regarder comment ça fonctionne. Donc, select et un index. Ok, donc d'abord, il faut connaître l'index. Comment lister les différentes machines, enfin les différentes bases de données du Redis, on peut aller voir également. Redis CLI, how to list databases. J'imagine que c'est list ou quelque chose comme ça. How to list all Redis databases. Donc, on va voir encore une fois Stack Overflow. Vous vous rendrez compte au fur et à mesure de vos recherches que Stack Overflow, c'est la principale source d'informations que vous aurez. Il y a beaucoup d'informations qui ont déjà été posées, enfin de questions qui ont déjà été posées avec les réponses associées. Donc là, apparemment, you can use the following command to know... Alors, ok, donc ça c'est pour avoir les nombres, le nombre de bases de données. Et sinon, d'accord. Donc c'est info grep db. Donc apparemment, là, ça nous donne toutes les db qui sont disponibles. Donc nous, quand on a fait info, normalement, on a dû voir cette information-là. Si on recherche ce qu'on avait, alors là, il n'y est pas. Use database, il n'y est pas non plus. Je ne le vois pas. Ah voilà, Keyspace, il n'y en a qu'un. C'est-à-dire que là, DB0, on n'a qu'une seule database qui est à l'indice 0, donc on va pouvoir faire un select 0. Ok, ça commence à bien passer. Donc on a pu, là, se connecter, on est connecté à la base de données 0, enfin, qui a l'index 0. Donc on va pouvoir retourner ici. Là, c'était bien select qu'on avait. Qu'est-ce qu'il nous disait? Utilise Google. Bon, bah, il n'y a pas plus... ok, il n'y a pas meilleur comme indice. Select, on a le bon. Ok. Combien de clés... Alors, j'ai pris de l'avance, vous voyez. Ça, c'est aussi un peu avec l'expérience et avec l'habitude. En fait, là, je me suis pas contenté de... comment ça s'appelle? Parce que là, on a vu qu'au début, on nous demandait, pour répondre à la question, select. Donc, normalement, la réponse, j'aurais juste dû rentrer ici select et passer à la suite. Mais en fait, j'ai poussé la réflexion un peu plus loin. Je me suis dit, ok, on doit sélectionner un index. Et l'index, il faut bien qu'on sache lequel d'index on doit mettre. Donc, ok, j'ai besoin de connaître un index, mais pour l'instant, je ne les connais pas. Donc, comment on fait pour lister tous les index qui sont disponibles? Et pour ça, j'ai fait une autre recherche et j'ai vu que, ok, ça se passait au niveau du keyspace, avec la commande info. Heureusement, la commande info, on l'avait déjà faite, donc je suis allé voir. J'ai vu que la keyspace, on n'a bien qu'une seule base de données, donc c'est DB0. J'ai essayé, ça m'a bien connecté. Donc, j'ai pris un cran d'avance. Mais ça, vous inquiétez pas, ça viendra aussi avec l'habitude, à force de pratiquer. Vous saurez prendre les devants et faire un cheminement, on va dire, logique au niveau des différentes étapes pour arriver à ce que vous voulez faire. Donc là, combien de clés? Mais il n'y en a qu'une en fait. Il n'y en a qu'une avec l'indice 0. Ah, c'est pas bon. Voilà, je vous dis des trucs, c'est pas du tout ça. La clé, non, c'est là, ok, my bad. C'est keys égale 4. Donc, en fait, il n'y a que un index 0, mais il y a 4 clés. Qu'est-ce qu'il nous disait là par rapport à ça? Voilà, donc il faut aller regarder dans la commande info sous la section keyspace qu'on a vu juste avant. Voilà, donc pour l'index 0, il y a 4 clés. Mais là, on se dit, ok, il y a 4 clés. À quoi correspondent les clés? Qu'est-ce qu'une clé en fait? Là, on n'a pas plus d'informations que ça, donc on aimerait voir par exemple ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous indique à quoi correspondent les clés. Keyspace, machin. Bon, on va faire une recherche, du coup, une nouvelle recherche. Là, encore une fois, j'aurais pu m'arrêter là.
Mais je vous prends l'exemple où je vais un peu plus loin pour vous montrer un peu aussi la marche à suivre. En fait, si on s'arrête là, on n'apprend pas grand-chose. On sait que, ok, select 0, mais la prochaine fois qu'on tombera sur quelque chose comme ça, bon, on ne saura pas à quoi les clés correspondent. Donc ce qu'on fait, c'est que, par exemple, Redis server, keyspace, alors je crois que c'est keyspace, hein, ouais, keyspace, what are keys, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que sont les clés en fait? Redis keys are binary safe. Alors voilà, là il nous parle de what is keyspace in Redis. Encore une fois, Stack Overflow. Bon, je fais pas exprès, hein, mais Stack Overflow, vous verrez au fur et à mesure, c'est vraiment le site sur lequel on trouve pas mal de choses. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est nouveau to Redis et qu'il ne sait pas ce que veut dire keyspace dans la terminologie Redis. Ok, bien. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, c'est un dictionnaire interne qui est managé par Redis où toutes les clés sont stockées. Ok. Bon, là, il ne nous donne pas plus d'informations. Ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple aller sur ChatGPT pour avoir les informations. Alors, je vais me connecter avec ChatGPT et je vous reprends une fois que c'est fait pour aller lui demander. Ok, on se retrouve sur ChatGPT. C'est moche l'affichage. J'ai fait comme j'ai pu, j'ai eu quelques petits soucis. Donc, une fois qu'on est là, ça me permet de vous montrer un exemple concret de comment on peut utiliser ChatGPT pour s'aider. Je vais lui passer certaines informations. Donc, je vais lui expliquer un peu mon problème. Donc, par exemple, donc je suis connecté. Moi, je préfère écrire en anglais parce que bon, on pourrait écrire en français également, mais j'ai pris l'habitude de parler avec ChatGPT en anglais. En gros, c'est important déjà quand on pose une question à ChatGPT de mettre un peu le contexte qu'il y a autour pour lui dire qu'on est connecté à une base de données Redis, qu'on a fait la commande info et qu'on a eu ce résultat-là. Donc ensuite, après, on peut lui demander à quoi correspondent tous ces champs qu'on a eu grâce à cette commande. Si on lui balance juste le db0 keys égale 4 machin et qu'on lui demande what is this, à mon avis, il nous dira qu'il sait pas ou il nous dira des bêtises. Donc c'est important de bien mettre le contexte pour pas qu'il nous sorte des bêtises. Donc je vais écrire ma petite question et on se retrouve une fois que c'est fini. Ok, donc là, en fait, je lui ai demandé, donc là, je lui ai dit, ok, je suis connecté sur un serveur Redis en utilisant la ligne de commande, c'est Redis CLI sous Linux. Et j'ai lancé la commande info pour avoir des informations à propos du serveur et j'ai eu cette réponse. Paf, et ensuite je lui dis, est-ce que tu peux me détailler chaque champ ainsi que à quoi il correspond? On va voir ce qu'il me répond. DB0. Ok, donc il nous dit que c'est l'information linéaire database 0. Ok, donc ça peut aller de 0 à 15. Et chaque base de données est indépendante des autres. Donc là, lui, ce qui nous intéressait, c'était le keys égale 4. Là, il dit, ce champ nous donne le nombre total de clés dans la base de données. Il a exemple de Arcar keys. Donc là, ok, ils nous disent que c'est le nombre de clés dans la base de données. Et là, on va lui demander plus d'informations sur les clés. Là, à quoi en gros les clés sont-elles liées? Et en fait, je ne sais pas si si on l'avait vu avant, mais quand on a cherché des informations tout au début sur Redis, sur ce que c'était, comment ça fonctionnait, tout ça, on a vu que c'était un stockage en mémoire, mais également, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils indiquaient que ça fonctionnait aussi sous modèle clé-valeur. Et là, c'est ce genre de choses. Là, on a la clé et on a la valeur associée. Ensuite, pour récupérer les informations d'une clé, on fait getMyKey. On peut également fonctionner avec des listes et on peut faire des opérations avec des hashes. Ok, donc bon, comme j'ai jamais utilisé Redis, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais si on voulait chercher plus, on aurait pu interroger encore un peu plus ChatGPT sur, ok, what is hash operations in Redis, ce genre de choses, pour lui demander beaucoup plus de détails sur comment ça fonctionnait, ce genre de tout ça. On va s'arrêter ici, enfin on va s'arrêter. Juste pour cette partie-là pour la vidéo, on va pas aller beaucoup plus loin avec ChatGPT parce que sinon ça risque de prendre beaucoup trop de temps si on commence à chercher comment fonctionne Redis en détail. Et voilà, c'était pour vous montrer très brièvement l'utilisation de ChatGPT pour obtenir les informations qu'on veut. Donc là, on sait que du coup, ça correspond bien aux clés, c'était marqué là.
et qu'une clé, c'est quelque chose dans la base de données qui est lié à une valeur. Voilà, c'est juste ce qu'on voulait savoir. Ça répond à notre question, donc on va pouvoir repasser sur notre serveur. Enfin, sur notre, sur notre serveur Redis. Donc on a ça, select 0, ok. Là on est bon. Donc là c'était combien de clés? On avait vu c'était 4. Voilà, on avait répondu. Ensuite, quelle est la commande utilisée pour obtenir toutes les clés d'une base de données? Ça on ne l'avait pas. Ça on n'a pas d'information. On sait comment faire pour récupérer une clé en particulier. On se souvient juste avant avec ChatGPT c'était get et le nom de la clé. Mais pour lister toutes les clés, ça, on n'a aucune idée. Donc on va retourner sur Google et on va faire Redis CLI how to list all keys of database. Et j'imagine que ça va être keys list ou list ou quelque chose comme ça. Voilà, Redis command to get all available keys. Bon, là apparemment c'est keys. Pour une fois depuis la documentation. Donc on va essayer juste. Donc là on est bien connecté, select 0. Si on fait keys, erreur, wrong number of argument for keys. Donc si on fait, et il nous demande un pattern. Donc si je fais par exemple, on avait vu tout au début l'aide. Si je fais help keys, ça va m'afficher des informations sur ça. Donc find all keys matching the given pattern. Donc apparemment il faut lui donner un pattern. Un pattern, qu'est-ce que c'est? C'est, en français pattern c'est traduit par patron. En gros c'est, j'imagine que c'est une expression régulière qui va matcher, qui va correspondre à certaines clés. Ici, je pense que si je fais keys étoile, étoile qui signifie tout, je pense que ça va m'afficher toutes les informations, enfin toutes les clés. Voilà, en l'occurrence, c'était ça. Donc les expressions régulières, qu'est-ce que c'est? C'est des formes, c'est des trucs très moches, donc aussi connus, donc regex, regular expression, expression régulière. C'est quelque chose de la forme. On va prendre une image pour que ce soit bien visible. C'est quelque chose de cette forme-là, par exemple. Donc si vous voyez que c'est très moche, et c'est quelque chose en fait qu'on construit pour faire en sorte après d'extraire certaines informations qu'on veut d'une chaîne de caractères. Par exemple, la date. On sait qu'une date, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un jour, donc 01, 02, 03 jusqu'à parfois 28 ou 29 jusqu'à 31. Ensuite, par exemple, c'est un tiret. Ensuite, ça va de 01 jusqu'à 12, un tiret, et ça va, on va dire, de 1900 à l'année actuelle, 2023. Donc ça, en fait, on ne peut pas deviner quelle sera la date dans un texte. Mais on peut faire en sorte que dans tout un texte, on va appliquer une regex, quelque chose comme ça, qui va, lui, nous trouver toutes les dates qui correspondent à un certain pattern. Donc, qui est soit 01, 02, 03, ainsi de suite en jour, qui a un tiret entre le jour et le mois, qui ensuite a le mois de spécifier, un tiret et l'année. Voilà, les regex, c'est vraiment une sorte de chaîne de caractères pour aller chercher des informations. Là, par exemple, ici, on peut voir que c'est un exemple qui permet de repérer des adresses email. Donc si jamais j'applique cette expression régulière dans un texte, eh ben, je vais pouvoir récupérer depuis un texte toutes les adresses email qui sont inscrites dedans. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très puissant, c'est assez complexe mais c'est très puissant. Et là on peut voir que on avait la réponse keys étoile pour nous dire O. Donc étoile c'est en général utilisé dans les expressions régulières pour dire absolument tout, voilà, pour matcher absolument tout. Donc si on fait keys étoile, c'est affiche-moi en fait les clés qui correspondent à tout, donc il va tout m'afficher. Et ensuite le dernier, celui qui nous intéresse, c'est flag. Donc on va pouvoir faire un get flag. On avait vu pourquoi get, parce qu'avec ChatGPT juste avant, il nous avait dit que pour afficher l'information d'une clé, il fallait faire le get. Alors je crois que c'est ça. Voilà. Donc la clé, c'est flag, et la valeur, c'est le flag qu'on recherche. Mais avant de faire ça, vous vous doutez bien qu'on a oublié quelque chose, qui est prendre des notes, hein, toujours. Donc là, on avait fait ça, d'accord, on avait des informations. Donc là, dans les notes, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas repartir sur l'explication de qu'est-ce que keyspace, machin, bidule. On va juste rajouter les informations qu'on a trouvées au fur et à mesure, mais on n'ira pas plus loin. Je vous laisserai, vous, de votre côté, si vous voulez remplir un petit peu plus en détail votre Obsidian,
c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc j'ai terminé d'écrire mon petit pavé. Donc là, j'ai rajouté ça. J'ai dit que grâce à la commande info, on peut lister le nombre de bases de données. Voilà. Voilà. Et ici, on n'a qu'une seule database qui contient 4 clés. J'ai aussi reprécisé que Redis il fonctionne avec des clés et des valeurs associées à chaque clé. Et du coup, là, on a 4 clés et 4 valeurs. Pour lister les clés, il faut d'abord se connecter à la base de données en question. Et donc, pour cela, on va utiliser la commande select 0, vu qu'ici, on a l'index 0. Et j'ai précisé que si jamais le nom de la database soit db0, par exemple c'était db2, et bien alors on aurait dû utiliser select2 et ainsi de suite. Et ensuite, pour lister toutes les clés présentes sur sa base de données, on va utiliser keys étoile. Et ici, étoile signifie tout, donc on liste toutes les clés. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est la clé nommée flag. Et on va pouvoir afficher son contenu avec getFlag. Et on a terminé la machine. Donc, on va pouvoir rentrer le flag root. Alors, je crois qu'avant, il y a une réponse une question à laquelle j'ai pas répondu. Voilà. Donc, quelle est la commande utilisée pour lister toutes les clés? Donc, c'est keys étoile. Si on regarde le int, ils nous disent, encore une fois, utiliser Google. Bon, parfait, c'est vraiment des bons hints. Et le flag final, qui est le root, on va le rentrer. Et normalement, on a terminé cette machine. Voilà. Donc, si on retourne, donc là, ça prend un peu de temps. Ok, on l'a terminé. On a notre petit badge, on est content. Et si on va, paf, 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 on remonte, là, on a déverrouillé le tiers 1. Si on va voir dans le tiers 1, on a des nouvelles machines. Donc, félicitations, vous avez déverrouillé un nouveau tiers, machin bidule, ok. Donc, c'est toujours des very easy, pour des tasks. Là, on a Linux, Windows. Je crois qu'à chaque fois, on en a... Là, on en a 5. Ok, on en a 5. Et ensuite, c'est des VIP. Et ici, on peut voir que déjà, bon, la Windows, il y a beaucoup plus de tags. Ça rigole un peu moins. Donc, ça a l'air d'être un peu plus poussé que ce qu'on avait avant. Donc, ce sera intéressant de voir un peu la progression des différents niveaux de difficulté. Avant, c'était un seul service qu'on exploitait de façon très simple, donc très souvent on se connectait dessus sans avoir besoin d'avoir d'identifiant particulier. Après ça va commencer à être des exploits un peu plus manuels sur des services où il va falloir injecter des données, faire de l'exploit avec soit des vulnérabilités qui sont connues, soit essayer de trouver une configuration qui a mal été faite pour pouvoir passer, ce genre de choses, donc ce sera beaucoup plus poussé. Mais c'est normal parce que là on a vraiment vu les bases, au bout d'un moment on a fait un peu le tour, et il va falloir passer à des niveaux un peu plus compliqués si on veut progresser. Donc la prochaine vidéo, on partira, j'imagine quand même. Est-ce qu'on fait les VIP ou est-ce qu'on fait juste les classiques? Le tier 1. Je sais pas, mais en tout cas, vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez, si vous voulez qu'on continue les VIP ou si vous voulez on parte directement sur le tier 1. D'ici là, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça encourage à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Allez, bye bye.